Bon, et si cette petite cam venait enterrer les GoPro de nos drones FPV? Je suis filmmaker et télépilote et ça fait 2 mois que je teste les nouveaux AirUnito 4 Pro dans toutes les conditions possibles. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur les avantages mais aussi les inconvénients de ce nouveau système. Je vais pas revenir sur les performances de transmission, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais pour moi c'est le meilleur retour que j'ai pu tester. L'image est belle, détaillée, j'ai l'impression de voler avec l'image de ma GoPro et ça c'est super agréable. En plus de ça, la portée avec les Goggle 3 est vraiment incroyable. Pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur la qualité vidéo. Avec le E4 Pro, on est sur le même capteur que l'Avata 2 ou l'Osmo Action 4. Oui, littéralement le même capteur. Ah, et d'ailleurs, bon point, les filtres ND de l'Avata 2 sont compatibles avec les O4 Pro. Par contre, à mon avis, au premier crash ça vole, donc je vous conseille vraiment d'en avoir plusieurs boîtes. Les specs, vous les connaissez déjà sûrement, capteur 1 sur 1/3 de pouce, 4K 120 en 16 neuvième, D-Log M et 10 bits. Mais au final, le plus important, qu'est-ce que ça donne à l'usage? Perso, j'aime beaucoup le D-Log M, je le trouve assez facile à travailler. On a une plage dynamique qui est très correcte et on peut bien récupérer les ombres. En basse lumière, je vous conseille de ne pas dépasser les 400 ISO. 800 max si vraiment vous n'avez pas le choix, après je trouve que ça commence à bruiter. Mais maintenant, on va regarder ce que ça donne par rapport au AirUnito 3 et à la GoPro 13. Par rapport au 3, on a une meilleure plage dynamique, plus de détails dans les ombres et un piqué un peu plus plaisant. C'est pas non plus une révolution, mais pour moi c'est le petit truc qui manquait au AirUnito 3. Et là pour moi, on commence à avoir une qualité d'image que je vais pouvoir mettre dans certaines prods. Mais la vraie question c'est est-ce que c'est suffisant pour remplacer une GoPro? Ah, et petit disclaimer, j'ai acheté tout ce matériel avec mes petits sous et j'essaye de vous donner mon avis objectif en tant qu'utilisateur pro. Et je fais avant tout ces comparatifs pour pouvoir choisir l'équipement le plus adapté à mes projets clients. Première petite différence, les couleurs. Même avec la même balance des blancs, la GoPro est toujours un petit peu plus chaude que les caméras DJI. Ça se rattrape en post-prod, mais c'est pas mal de l'avoir en tête quand on fait les réglages. Perso, j'ai tendance à toujours ajouter 200 Kelvin sur les caméras DJI qui sortent souvent des images assez froides. Ici, c'est shooté en log et j'ai juste appliqué une lutte de conversion Rec 709. Niveau qualité d'image, la GoPro reste un cran au-dessus, mais les petits E4 Pro sont quand même assez impressionnants. Et même dans des conditions à fort contraste, l'image reste très belle et largement exploitable. En basse lumière, même constat, les AirUnit marchent assez bien, on garde beaucoup d'informations dans les ombres avec le D-Log M, mais la GoPro reste clairement un cran au-dessus, surtout au niveau du piqué où le AirUnit a tendance à perdre un petit peu en définition. J'ai testé ça dans pas mal de situations et à chaque fois le constat est le même. La qualité d'image de la GoPro reste meilleure et en plus de ça on peut shooter en 5,3K. Mais il faut quand même noter que le O4 Pro est vraiment pas loin derrière. Mais la qualité d'image, c'est pas juste une histoire de pixels. Il faut aussi que l'image soit stable, parce que le FPV non stabilisé, ça ressemble à ça. Généralement, on évite la stabilisation interne des caméras, même si elle s'améliore à chaque nouveau modèle, ça arrive assez souvent qu'on ait des mouvements pas super fluides. Du coup, je préfère largement les stabilisations gyroscopiques, soit avec RealSteady pour les GoPro, soit avec Gyroflow, un logiciel open source gratuit qui fonctionne avec les GoPro, les AirUnit et toutes les caméras qui embarquent les données gyroscopiques. Petit détail, les fichiers des O4 Pro sont limités à 4 Go. Du coup, ça arrive assez souvent qu'on ait un fichier coupé en deux pour le même vol. Il suffit de prendre les deux fichiers d'un coup, de les mettre dans Gyroflow pour qu'il les fusionne et les stabilise d'un seul coup. Du coup, au niveau de la stab, c'est pas facile à départager. Il y a des avantages pour chaque système, mais ça va avant tout dépendre de votre utilisation. Perso, pour toutes les prestats pro, je préfère utiliser la GoPro et RealSteady. L'export est beaucoup plus rapide et la lecture en temps réel est beaucoup plus fluide. Du coup, je peux directement montrer les images stabilisées à mon client sur site. Mais surtout, c'est ultra fiable, j'ai jamais eu aucun souci avec, pas de tremblement ou autre, j'ai confiance à 100% et ça c'est vraiment indispensable. Ce qui nous amène à Gyroflow. Avec la GoPro, j'ai pas vraiment de soucis, la stabilisation marche bien et j'ai même accès à plus de réglages que RealSteady. Et on peut vraiment affiner les paramètres de stabilisation, et notamment éviter l'effet de zoom juste avant un dive. Par contre, je trouve quand même que la correction est un poil moins fluide qu'avec RealSteady. Et surtout, le temps d'export est beaucoup plus long. Pour le même rush, RealSteady est au moins 3 fois plus rapide. Par contre, avec le O4 Pro, j'ai rencontré plus de soucis avec la stabilisation. Le gyroscope est plus sensible, il faut vraiment avoir un drone très bien réglé. Et pour les grosses machines, je vous conseille vraiment de choisir des systèmes avec des soft mounts en silicone. Sur les plus petits drones, en dessous de 3 pouces, j'ai rencontré beaucoup moins de soucis. Sur le 6 pouces, j'ai dû dessiner ce TPU un petit peu étrange, mais ça a réglé 90% des problèmes. Et pour moi, c'est là que se trouve la limite. 90%, c'est pas assez. Quand je vends des images, j'ai besoin d'être sûr à 100% que je vais pouvoir les stabiliser correctement. Sur ce vol, par exemple, on voit très clairement les vibrations. Et comme on sait jamais à l'avance dans quelles conditions on va voler, si on se retrouve à faire des petits mouvements brusques, on n'est jamais confiant à 100%. Et maintenant on va passer aux autres limitations de ce système. Quand on utilise la même caméra, les paramètres d'enregistrement et de retour vidéo sont liés. Du coup on aura les mêmes réglages d'exposition ou de FPS. Et ça change un petit peu mes habitudes. J'avais tendance à surexposer un petit peu mon retour vidéo pour être sûr de bien voir les détails dans les ombres et pas me prendre une petite branche que j'aurais pas vue. Et pour la GoPro, je fixe les réglages pour pas cramer le ciel et avoir le plus de détails dans l'image. Et là du coup on a plus de possibilités. Du coup j'expose pour mon ciel et dans les situations complexes, ça m'arrive aussi de voler avec le retour vidéo en log pour avoir un peu plus de détails. Quand j'ai débuté dans le FPV, j'utilisais cette cam. Je sais pas si certains s'en souviennent, mais on avait 2 lentilles, une pour filmer, une pour le retour. Bon, ça filmait vraiment pas ouf, mais je trouve le concept assez sympa et je serais assez curieux de voir ce que ça donne avec les technologies actuelles. Ensuite, autre limite, dans certains formats, on n'a plus les données gyroscopiques. Typiquement, le mode ultra wide, on oublie et c'est assez dommage parce que ça se prête bien à certains types de plans en FPV. Et c'est assez étrange parce qu'on peut quand même le stabiliser avec Rocksteady.
Un autre point bloquant, c'est les formats d'enregistrement. En 4K 30, la latence est dingue, c'est involable. Du coup, faut au moins passer en 60 fps. Et là encore, on est limité parce qu'on a la meilleure latence en 100 fps. Mais pas de 4 tiers en 4K 100 fps, du coup c'est inutilisable avec Gyroflow. Si on veut la meilleure latence, en 4 tiers, il faut passer en 1080. Alors qu'avec Leo 3, on avait un mode intermédiaire, 4 tiers 2,7K, qui était généralement utilisé par les pilotes de freestyle et de bandeau. Il faut donc choisir au moins pire, et ça c'est vraiment frustrant. Et tant qu'on en est dans les formats, le capteur 8/7 de la GoPro est hyper intéressant. Ça nous permet de sortir des images en 16/9 et en 9/16 à partir du même vol. Et ça fait une sacrée différence par rapport au capteur 4 tiers. Ça donne un angle de vue plus large et plus immersif. Mais malgré toutes les limitations, je conseille quand même Leo 4 Pro. Pour moi, ça reste un super outil et pour 4 raisons. Le retour vidéo et l'expérience de vol a jamais été aussi bonne. Et ça, c'est super agréable, surtout pour ceux qui ont connu l'analogie. 2, ça fait un système de backup au final assez fiable. Ça m'est déjà arrivé de décoller et d'oublier de lancer le rec sur la GoPro ou alors de me planter dans les réglages. Et là, clairement, le H4 Pro m'a sauvé le plan. Surtout que là, on voit directement ce qu'on enregistre, du coup, on peut changer les réglages d'exposition en plein vol. Ensuite, ça nous permet de monter des machines plus petites, de moins de 250 grammes, vraiment performantes. Elles sont moins bruyantes, moins dangereuses et avec une très bonne qualité vidéo. Et ça nous permet de faire des plans qui sont pas possibles avec des machines plus grosses. D'ailleurs, j'hésite à mettre en vente cette frame que j'ai dessinée, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Par contre, maintenant que ça filme, faudra faire attention et bien protéger la lentille. Et du coup, j'ai fait des petites impressions qui viennent se clipser devant le capteur pour le protéger pendant le transport. Je vous mets un lien en description pour les pièces 3D. Et enfin, dernier point, le prix. Pour 50 € de plus que le O3, on a un système de retour plus performant qui sort une image largement assez belle pour tous les usages non professionnels. Et surtout, on économise une GoPro qui coûte presque 400 €, qui rajoute 160 grammes à nos drones et qu'on peut exploser à chaque crash. Du coup, on peut monter des machines plus petites avec des lipos plus petites et au final des machines qui seront moins chères. Perso, je vais garder la GoPro pour 80% de mes projets professionnels. C'est une valeur sûre et c'est souvent demandé par les clients. Par contre, pour certains plans risqués ou quand j'ai besoin de petites machines pour YouTube ou même pour mes drones de loisirs et d'entraînement, ça fera parfaitement l'affaire. Et au final, celui qui va disparaître de ma flotte, c'est l'Avata 2. J'ai monté les O4 Pro dans des machines de 2 à 6 pouces et ça me permet d'avoir des drones plus spécifiques et bien plus performants que l'Avata 2. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce 2,5 pouces. Reste plus qu'à trouver une batterie qui lui permette de rester 15 minutes en l'air et ça sera vraiment le drone parfait. Mais ça, c'est pas gagné.